Dracarys. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouveau live, cette nouvelle discussion autour de la série Mandalorian. Aujourd'hui, vous le voyez, on entre directement dans le vif du sujet. Vous avez vu, je suis avec mon poteau Majemo et salut Majemo. Salut. Et ouais, je vous invite aussi à faire un tour sur notre blog. Majemo écrit un magnifique article aujourd'hui qui apparemment présente en fait son aventure au ciné pour aller regarder Dark Knight Return, les deux parties, non, c'est ça Ouais, l'esquive entre les poubelles pour arriver jusqu'à la salle de cinéma. Une aventure mythique. En tout cas, l'article est disponible sur le blog. Je pense que le lien du blog est en description. Faites-y un tour. Regardez l'article de Majemo qui vous parle de cette séance de cinéma particulière. Et voilà. En tout cas, on entre dans le vif du sujet. Tu as vu cet épisode de Mandalorian? J'ai vu cet épisode de Bo-Katan. De Bo-Katan. En même temps, depuis le temps qu'on l'attendait, on se disait, vas-y, la saison 3, ça doit être Bo-Katan. Bah voilà, au moins c'est assumé. On en bouffe du Bo-Katan, vraiment. Donc, nous sommes déjà à l'épisode 5. Et qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? C'était pas mal, c'est sûr que c'était nettement mieux que le précédent. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, je suis rentré dedans avec pas l'excitation j'aurais dû avoir, parce que l'épisode d'avant était vraiment pas génial. Et du coup, tout ce qu'on avait dit avec Deviant, genre ce qui s'est passé avec Paz Vizsla, avec son fils et avec Din Djarin, était là juste pour créer le payoff de cet épisode-là à base de bon bah c'est toi qui vas unir nos peuples. Et t'es là en mode ouais mais si ça avait été bien fait, ça aurait été mieux quoi. Et là, moi je m'en doutais vraiment que ça allait se passer comme ça. Alors un peu surpris de la façon dont la forgeronne dit retire ton casque, c'est bon, tu peux. J'étais choqué en fait. J'étais un peu en mode, je me doutais que elle n'allait pas le garder en tant que leader de Mandalore, qu'elle va leader avec le Mythisor et avec le Darksaber. Mais ça m'étonne d'ailleurs s'ils sortent pas le Darksaber. Ils le sortent le plus souvent. C'est surtout c'est Din qui l'a. Mais Din il est plus là et donc on félicite. Je comprends toujours pas pourquoi au générique de fin Pedro Pascal est toujours le premier starring alors que c'est l'acteur le moins présent de tous. Il a peut-être 2 phrases dans l'épisode et c'est Brendan Wayne dans la tenue ou l'autre, j'oublie son nom. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, enfin, c'est presque injuste de mettre Pedro Pascal en premier, pas parce qu'il joue mal, mais parce que c'est le moins présent de tous, en fait, par rapport à Katie Sackhoff et les autres. Ah ouais, Katie Sackhoff, je commence à me dire qu'effectivement, c'est celle qu'on devait mettre en premier parce que, par contre, Mandalorian était, comment dire, Din Djarin était un peu plus présent que l'épisode précédent. Bon, c'est pas dur d'être plus présent que les autres précédents. Oui, surtout dans le vaisseau. Et pour moi, un des gros points forts, c'est dès qu'on arrive à Coruscant, j'étais ravi. J'ai fait, bah voilà, dès qu'on quitte les Mandaloriens et qu'on arrive à Coruscant, j'étais content. J'aime bien toute l'histoire un peu politique du capitaine de la Nouvelle République. Là, en plus, pour les connaisseurs de Rebels, on a revu Zeb, qui marche, je trouve, hyper bien en live action. Quand il est dans le bureau, là, et qu'il y a le gars qui parle. Je trouve qu'en live action, il marche beaucoup mieux, par exemple, que le maître Tapal dans le jeu vidéo. Là, c'est la même espèce en théorie, mais je trouve qu'il passe trop bien en live action. Et je me suis dit, au départ, j'ai cru que c'était Dave Filoni qui avait réalisé l'épisode. Apparemment, non. Donc, il n'y a pas que lui qui place des caméos de personnages qui viennent des dessins animés. Mais donc, ouais, ça c'était pas mal. Après, pour l'histoire de pirates et tout, bon, pareil, j'ai regardé malheureusement de façon un peu distraite parce que je suis pas aussi emballé qu'en regardant Andorre. Moi aussi, je vais dire, j'ai apprécié l'épisode et je me suis senti étrangement. Je suis entré dans cet épisode, c'est bizarre. Je suis allé sans hype. Je me suis dit, en fait, je me suis réellement dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore cette semaine. Et ce que j'ai aimé, c'est pas tant que l'épisode est incroyable, mais j'ai vraiment aimé que l'on se serve réellement de tout ce qui s'est passé précédemment, même si c'était bizarrement exécuté. Mais je suis content qu'on n'ait pas mis de côté tout ce qui s'est passé préalablement. Même si l'exécution est étrange, vraiment, le côté Bo-Katan, là, vraiment, surtout la fin, j'ai trouvé ça étrange. Et même, avant de parler de la fin, l'organisation du champ de bataille, genre, quand ils quittent leur planète désertique, je sais pas quoi, là,
la transition entre le fait qu'ils acceptent le truc et que c'est le fait que ce soit elles qui se mettent à. Hmm. Je me suis dit, pourquoi? Bah, à mon avis, c'est juste parce que c'est. Parce que t'as vu, ils ont dit, hein. Ils ont dit, on n'a pas de vaisseau. Donc apparemment, ils ont pas de vaisseau. Donc c'est elle avec son vaisseau qui fait transport et Dean en support qui a le chasseur. En fait, ils ont dû venir sur cette planète en transporteur, je crois. Ils ont dû venir avec un Non mais ils sont transporteur. censés être secrets. Genre personne n'est censé savoir où ils sont. C'est exactement ce que je me dis, en fait. C'est que, est-ce que bon, en fait, le transporteur, c'était un. C'est pas un robot, je sais pas, un truc comme ça. Bon, même là aussi, apparemment, les robots transmettent les messages de gens. Et personne n'est vénère contre Dean alors que le droïde qu'il a acheté a permis de les tracer quoi. J'ai pensé la même chose, je me suis dit, c'est pas possible. Le droïde D'une. qui vient de Tatooine en plus. Mais franchement, les droïdes, je sais vraiment pas ce qui s'est passé dans cette saison avec les droïdes. On sait toujours pas où est-ce qu'il voulait en venir avec l'épisode 1 où il voulait récupérer IG-11 là. Non, non, c'était juste une quête secondaire, comme tu l'avais présenté. C'est une quête secondaire qui était là, et bon, ça n'a pas abouti. Mais voilà, j'ai bien aimé cet épisode pour terminer avec. J'ai bien aimé cet épisode. J'ai aimé le payoff et j'ai souri en fait, surtout la fin parce que Majimoun nous avait prévenu à cause de Moff Gideon. Quand Majimoun nous avait dit, oh, laisse, le grand méchant ce sera Moff Gideon. C'est pour ceux qui ont vu nos lives depuis le début. Majimoun nous avait prévenu. La Mais question c'est pourquoi on le voit pas en fait. Et c'est parce que l'acteur je il est pense vu pour un que épisode hein, ou Je deux. pense que le cachet Giancarlo. d'Esposito, Hmm. Giancarlo Esposito, il doit être assez lourd. Euh, comment dire? Il y a des choses qui sont intéressantes. Commençons progressivement. Déjà, qu'est-ce qui se passe au début? Les pirates arrivent effectivement sur. Comment ça s'appelle cette planète? Navarro. Navarro. Ils arrivent sur Navarro. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas oublié ce pirate-là, parce qu'on en parlait dernièrement. Bah euh, lui il attendait tranquillement parce que au départ il était juste au-dessus hein. Au départ il est au-dessus de Navarro hein. C'est pour ça que les pirates sont là. C'est parce que le mec est au-dessus avec son vaisseau. Il envoie ses mecs aller négocier en voyant si c'est toujours possible. Et après, quand il a vu que c'est pas possible, Mando les a shootés. Et après, il se passe rien pendant 2, 3, 4 semaines, on sait pas. Est-ce qu'on peut parler du fait que ce sont des planètes dont on parle là? Ce sont des planètes. Hmm. Genre, les gars, en fait, j'ai Bah, réellement l'impression que ce Navarro, sont je des sais pas. villes, en fait. Navarro, justement, la base, moi je pensais que c'était la ville. Et là, apparemment, le High Magistrate, non, c'est à l'échelle planétaire. Quand tu es à l'échelle, quand tu es dans une planète comme ça, ce que je me dis, c'est plus qu'il parle de terrain qu'il va réserver aux Mandaloriens. Et j'ai peur que ça fasse vraiment que le terrain fasse partie de la ville aussi. Et je ne sais pas toi, mais j'ai l'impression que Bah les là, ils Mandaloriens font vont l'effort de revenir. te montrer, genre, la ville. Et à côté, ils te disent, on va vers les trucs de lave, là. Sauf que quand l'endroit où ils y vont avec les réfugiés, j'étais en mode, oh là, on a un nouveau plateau, ça ressemblait tellement à la plage des Mandaloriens. J'ai dit, non, non, me faites pas des scènes entières qui se passent là, ça va se voir là. Là, ça va trop se voir. Mais en vrai, il y a que deux plans, donc ça va. J'ai pensé à la même chose que toi. Je me suis dit, Tu sais, t'as la rocher qui fait ça, je fais, mais c'est la plage des Mandaloriens, sauf que le sable, au lieu d'être beige, il est gris. moi, j'en ai. Sérieusement, je me dis, les gars, vos planètes, là, il faut commencer à voir ce que vous appelez des planètes. Parce que j'ai l'impression dans Star Wars que les planètes sont des villes, en fait. Que genre. Je peux comprendre si tu parles de la capitale de l'Empire, on est sur une planète ville, en fait. C'est une planète, une espèce Mais de. je me souviens plus trop comment ça se passait dans les autres saisons, parce qu'à la base, il va là parce que c'est censé être là où la guilde des chasseurs de primes se retrouve. Mais toute l'enquête dans la saison 2 avec le laboratoire de Moff Gideon, c'est aussi sur cette planète. Je crois que c'était de l'autre côté. Et la planète, et ils te disent, à un moment donné, ils te disent, la planète n'est plus sous le protectorat des Moff Gideon. Donc du coup, c'était vraiment genre, c'est une planète qui est dans le secteur de Moff Gideon et sur laquelle se retrouvaient des chasseurs de primes. C'est juste ça en fait, du coup, le lore. Moff Gideon, bon, on a effectivement parlé du fait qu'ils arrivent, que les pirates essaient d'envahir la planète. Moi, ça me tue, quoi. Le fait de me dire qu'un seul vaisseau veut envahir toute une planète. Je me dis, avant même d'appeler l'aide interstellaire, ça aurait été pas mal d'appeler les autres villes de ta planète. Je me dis, tu vois. Et Un vaisseau. j'ai l'impression que ce sont des PNJ aussi, parce que j'ai vu les Ouais. gens, j'ai vu des réactions sur Twitter qui m'amusaient. Vous êtes moqué des Mandaloriens qui se sont fait taper par une bestiole sur leur planète. Vous avez vu comment ils agissent contre des êtres humains. Voilà. Je me suis dit, les gars, ce groupe de, je sais pas, de 20, maximum 15, 20 Mandaloriens sont venus récupérer une planète. Je me dis,
Non, mais pour le coup, c'est vraiment une ville. Enfin, c'est tout, quoi. Mais tu sais, tu me diras, Andorre, c'est pareil. L'action que tu vois, c'est. Alors, c'est un peu plus que la ville, hein. T'as la ville plus la zone industrielle, là où les gens y bossent, etc. Tu sens qu'il y a des Ouais. zones, en fait, que je dis que tu sens qu'il y a des zones. Et je me dis je me dis aussi que toutes les planètes ne sont pas forcément censées être grandes, tu vois. Mais faites-nous ressentir l'échelle des planètes pour me dire que si les pirates peuvent, un seul vaisseau peut venir vous faire trembler, faites-nous ressentir que, voilà. Mais, mais j'ai bien aimé cet Mm. épisode. Bah, Tu en la fait, le défense, mais vaisseau, j'ai bien aimé. il tue tout le monde au sol, quoi. Enfin, c'est juste, c'est comme ça, quoi. Alors, tu vois pas trop les gens qui meurent et tout. Pourtant, la ville, elle se fait quand même bien, bien bombarder, hein. J'ai vraiment, là, c'est un truc que je pense que ce sont les séries qui me font ressentir ça. Mais quand je regardais Rogue One, par exemple, Rogue One, quand les gens vont vers une planète, ils vont réellement vers une planète. Tu te rappelles que surtout Ah ouais. la scène où la première fois qu'ils détruisent une planète avec le rayon de la mort. Quand ils partent voir le personnage joué C'est par Forest Jeddah, Whitaker ouais. là, Mhm. quand ils partent voir Forest Whitaker, tu sens qu'ils arrivent sur la planète, sur une ville. On leur dit qu'il n'est pas là, il faut prendre la route pour aller dans des grottes. Tu sens, comme je dis souvent, filmer le C'est quelque chose que tu déplacement. avais aussi bah, en fait, dans les premiers Star Wars, hein. Au départ, Luke, Luke, il est vraiment au milieu du désert, il doit prendre son speeder pour aller à la ville, pour aller chercher un pilote qui va les emmener là où ils doivent aller. même dans l'épisode 1, la menace fantôme, quand les gens arrivent sur la planète d'Anakin, tu sens qu'ils Ouais, arrivent dans un désert. Tu sens qu'effectivement, le vaisseau peut être caché. Mais dans les séries, tu as l'impression qu'un vaisseau ne peut pas être caché. Genre, tu as l'impression que ouais, c'est vrai. à part dans Andorre, quand le mec. J'ai aussi aimé ça dans Andorre. Quand le mec arrive sur la planète justement d'Andorre, il part se garer très loin dans les montagnes avec son vaisseau. Il prend Mm. son speeder, il va en ville. Mais ici, tu as Ouais. réellement l'impression que déjà, je me dis que quand on arrive dans un monde où les gens peuvent réellement s'accaparer des planètes, la chose la plus intelligente à faire pour moi, je trouve, c'est les satellites. En fait, tu es le grand magistrat de cette planète. Les pirates ne peuvent pas venir comme ça. En fait, les satellites ils sont dans un monde où les satellites doivent quand même couvrir. En fait, ça Bah, en peut être. fait, c'est à se demander en fait, qu'est-ce que ça veut dire être magistrat. Parce qu'en fait, il a zéro force armée. Oui. Il a zéro force armée. Sa force armée, c'est Mandalorien. Et il a dit, j'ai besoin de gars comme toi. Probablement qu'il a des chasseurs de primes à sa botte, parce que c'est un gars qui gérait des chasseurs de primes. Mhm. Mais Mais j'ai l'impression, je ne sais pas pour toi, on va revenir là-dessus parce que j'en parlais après. Bon, donc, effectivement, on parlait du fait que la planète se fasse envahir par des pirates et qu'ils envoient un message. Déjà, le choix d'envoyer le message à la Nouvelle République. Apparemment, ils ne sont pas affiliés à la Nouvelle République, mais ils envoient un message à la Nouvelle République. Je ne sais pas trop le but de ce truc-là. Mais. bah, pour moi, c'est en fait ce qui est bizarre, enfin, c'est assez logique. Parce que pour le coup, au départ, on te dit qu'il voulait pas le faire parce qu'il voulait pas que ça soit vu comme un acte de soumission à ce nouveau Mhm. pouvoir. Et là, il te dit, bah non, en fait, on est tellement dans la merde, on a besoin d'eux. Et du coup, c'est la Nouvelle République qui les envoie chier. Et ça, c'est pour soutenir le narratif que voilà, le Premier Ordre peut grandir parce que la Nouvelle République n'arrive pas à asseoir son autorité au-delà des systèmes centraux. Ils te disent même la bordure médiane, je sais pas comment ça s'appelle, la middle rim, ils n'arrivent pas à gérer. Et donc la outer rim encore moins, quoi. Et ça, Ça, c'est un truc que tu as du mal à ressentir à cause de leurs problèmes de distance qui sont inexistantes et de gens qui se téléportent. Mais logiquement, la galaxie, c'est organisé comme ça, quoi. Coruscant, c'est vraiment le centre de la galaxie. Et après, il y a des systèmes qui sont plus ou moins loin les uns des autres. mais en fait, c'est là où je te dis, tu vois, l'écriture est pas mal parfois. Parce que maintenant que tu dis ça, je me rappelle du dialogue, effectivement, de l'épisode 3, là où ils sont sur Coruscant, l'épisode où ils sont sur Coruscant uniquement là. Mhm. Quand les gens te parlent de la bordure extérieure, en fait, tu sens leur façon de parler, et ça justifie ce que tu dis là. Que le dédain qu'ils ont pour les bordures extérieures, en fait, ça peut expliquer le fait que ce ne soit pas aussi intéressant que ça d'aider les gens des bordures extérieures. Et tu sens le dédain que les gens qui vivent à la capitale peuvent ressentir pour ceux qui vivent dans les bordures extérieures. Et là, je me dis, est-ce que, s'ils sont intelligents, ils vont le faire? Est-ce qu'on ne va pas faire une espèce de nouvelle, nouvelle Mandalore quelque part? Que les Mandaloriens vont essayer de jouer un peu les flics, pas forcément que. Ils vont pas jouer les genre, ça nous appartient en fait, mais les espèces de flics de cette région, si j'arrive à me faire comprendre. J'ai l'impression que les Mandaloriens peuvent avoir réellement ce potentiel de se dire que si la République, la nouvelle République ne veut pas en fait gérer la loi Bah, dans pour les moi, Mandalore, bordures. enfin, à la fin de l'épisode, ils disent quand même qu'ils va juste récupérer leur système, quoi. Alors, en vrai, on voit toujours pas ce qui vraiment les empêche d'y aller, à part qu'il y a peut-être des impériaux qui rôdent.
D'ailleurs, on sait toujours pas pourquoi Bo-Katan elle s'est fait attaquer chez elle, hein. Donc ça C'est doit si revenir. ça commence à se. C'est quoi les choses commencent à se faire ressentir en fait. Pourquoi Bo-Katan s'est fait attaquer? Pourquoi Mandalore est gardé et supposé? On manque le fait que ce soit apparemment toxique. Et là, à la fin, on nous tease Moff Gideon et en plus, on nous tease le fait que les gens veulent accuser les Mandaloriens de quelque chose. Tout ça, en fait, c'est pour. Et quand tu te rappelles un peu de la fascination morbide qu'a Moff Gideon pour les Mandaloriens et la culture mandalorienne, effectivement, je me dis, est-ce que tu ne vois pas une espèce de vraie confrontation? Est-ce que les Mandaloriens n'ont pas trouvé leur Hmm. vrai ennemi naturel, en fait, en la personne de Moff Gideon? Si, bah, en tout cas, lui, il a vraiment une fascination. Alors, on sait pas pourquoi, effectivement, est-ce qu'il y a bah, ça, c'est la fin, hein. Après, j'allais dire presque la scène post-générique, mais on se demande si c'est un leurre ou si c'est vraiment des Mandaloriens qui l'ont libéré. Mais ouais, si, t'as raison, hein. Mais eux, leur objectif là, c'est de réunir leurs différents. Alors moi, ce que je trouvais un peu bizarre justement dans le comportement de la forgeronne, c'est elle dit c'est bon, tu dois nous unir nous tous. Mais en fait, eux, c'est les seuls à avoir cette histoire de Watch. Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres, en vrai, on n'est pas au courant. Mais a priori, ils sont 12 à respecter la voie et à jamais montrer leur visage. Le reste des Mandaloriens n'a jamais suivi ce credo-là. Donc, cette idée de tu dois tous nous unir, on a l'impression que du coup, il y a eux, c'est 50%, et qu'il y aurait quelque part un autre Oui, oui, pourcentage de il Mandaloriens. y en a, Alors que puisque non, en fait, eux, ils sont ultra minoritaires, quoi. oh, la Death Watch, ils sont minoritaires, ça c'est vrai. Mais nous, on vous l'avait dit, mais moi je suis un peu déçu de l'exécution. J'aurais pensé que c'est Bokatan qui se serait imposé, pas qu'on lui aurait offert en fait la présidence Hmm. comme ça, quoi. Je Bah suis un ouais, peu mais là, déçu ouais. par l'exécution. Je suis un Ils peu l'ont déçu parce justifié que avec la créature, quoi. je pensais que pour prouver justement son héritage, elle devait aller dompter la créature. Mais vraiment, j'ai réellement l'impression qu'on va vraiment voir le Bokatan Show. Vraiment, c'est Bokatan Show Bah, depuis. pour moi, en fait, vu comment se terminait la saison 2, c'était parfaitement logique que la série aille dans cette direction. Et je pense qu'elle aurait été mieux si ça n'avait pas été simultanément Bo-Katan Show, simultanément Din qui veut entraîner Grogu à être un Mandalorien, et simultanément Rangers of the New Republic. Parce que Rangers of the New Republic, la série était annulée, et là on ressent vraiment quoi. Moi, à chaque fois que je vois les épisodes de ce qui se passe à Coruscant, là, avec avec le nouveau commandant, et on voit Zeb, effectivement, Socrate. Ouais, je trouve qu'il marche très bien en image de synthèse. Tout ce qu'on voit, tu sens que ça venait peut-être d'une autre série. Et, euh, et ouais, effectivement, c'est pas Death Watch, c'est Children of the Watch. Death Watch, c'était bah, le truc de Bo-Katan. Mais non, ouais, c'est juste dommage. Moi, je me dis que le show Rangers of the New Republic aurait été très intéressant. Et du coup, on en a des bribes un peu là dans Mandalorian. Sinon, il se serait focalisé juste sur Moff Gideon, Darksaber, Mythisor, Mandalore et tout, quoi. Mais au moins, là, j'ai réellement l'impression qu'on va réellement vers une espèce d'exode mandalorian. Tu penses, c'est toi, dernièrement, qui nous parlait avec, je ne sais plus quel on parlait effectivement du caractère un peu religieux de cette saison 3. L'espèce d'exode, l'espèce de. Tu sais que dans l'Ancien Testament, on parle souvent de l'exode, un peu de l'exode, le fait de retrouver une espèce de terre d'appartenance. Et, euh, et là, tu as l'impression que quand, je sais pas, j'ai réellement l'impression que Bokata nous est présenté un peu comme qui peut avoir cette espèce de Moïse ou Abraham, je sais pas. On lui remet un peu le bâton pour diriger le peuple. Est-ce que maintenant, est-ce qu'ils vont se développer sur cette nouvelle planète ou ils vont essayer de En fait, rendre. normalement, c'est ce que Rebels était censé amener à ça, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin de Rebels, normalement, enfin vers la fin, Bo-Katan, elle a le Darksaber, elle est censée réunir les peuples, les différents clans qui sont vraiment encore tous en froid, notamment le clan Vizsla. Et en fait, tu commences Mandalorian, on te dit que c'est Moff Gideon qui a le Darksaber. Du coup, ils ont un peu retcon le truc où en mode elle t'explique bah, qu'elle s'est fait battre et qu'elle l'a perdu. Et là, elle l'a toujours pas récupéré. On ne sait pas si ça va être ça l'outil ou pas de pour unir les peuples. Mais a priori, ça devrait marcher. Le Darksaber devrait facilement réussir à. Mais je trouve que thématiquement, la série, on sait pas trop où elle va parce que
Parce qu'à la base, c'est non, mais ça, c'est que des conneries. Là, ensuite, elle se met à croire à fond. Et après, là, en fait, on a un espèce de compromis où, bon, ok, eux, c'est des intégristes, mais on va essayer de trouver une espèce de voie entre les deux pour unir Mandalore. Et moi, ça m'étonne vraiment de la part de la Forgeronne que ce soit elle, comme tu as dit, qui provoque ce compromis et que ce soit pas Bo-Katan qui s'affirme en disant, écoutez, moi, j'ai vraiment dirigé Mandalore, je viens de la planète, j'ai vu la créature. J'ai le Darksaber, je connais les différents clans, je suis capable d'unir les peuples. Non, là, c'est la forgeronne qui lui dit retire ton casque, et bah, comme ça, tu vas être l'union de tous les peuples. Mais en fait, enfin, je vois pas ce qui donne la légitimité à la forgeronne de tenir ce rôle un peu prophétique, en fait, qu'elle a. De dire, ah, c'est bien, tu as des visions et tout. On comprend, ces personnages, on sait toujours pas d'où elle vient, quelle est son expérience. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça? La forgeronne, malheureusement, j'ai un peu du mal avec ce personnage. Moi aussi, j'ai du. Bon, moi, j'ai pas forcément de mal avec elle parce que je la vois un peu comme une espèce d'émissaire religieux. Tu vois, le leader religieux de la Death Watch. Parce que malheureusement, dans l'histoire de notre magnifique monde-là, les peuples ont toujours été un peu dirigés par quoi? Par les chefs religieux, c'est un terme, c'est vrai, et par les chefs politiques ou militaires, quoi. C'est souvent ça. Et que le fait que eux, les Mandaloriens, en fait, la Death Watch en fait soit guidée par un chef religieux et son rôle justement ça ne me choquait pas jusqu'à présent, mais effectivement sa prise de position par rapport au fait que Bo-Katan en fait prenne du galon m'a un peu choqué parce que on ne nous a pas fait ressentir cela dans la narration visuelle. On n'a pas vu par exemple les regards qu'elle aurait pu lancer à Bo-Katan quand Bo-Katan agissait d'une manière ou d'une autre. On n'a pas vu le truc venir en fait. Bon, Le fait qu'elle soit dans le vaisseau nuit beaucoup, je trouve, à la bataille. Moi quand j'ai vu Mando et Bo-Katan dans leur vaisseau et l'équipe au sol, évidemment que ce qui se passe au sol est beaucoup plus intéressant. Et c'est pas ce vice-là qui vient et qui déroule tout le monde. Alors après, effectivement, comme dit Socrate, t'as la forgeronne qui débarque avec son marteau et qui envoie des steaks bof, aussi. bof, hein. Bah, elle les a sauvés parce ils étaient trois là-haut dans la tour et ils étaient mis à terre hein, avec la Je dis tour. bof bof parce que je n'ai même pas vu en fait qu'elle faisait partie du plan de bataille en fait. Non, Je sais c'est pas, vrai. Moi, sauf je si je pensais l'ai qu'elle est loupé. restée avec les enfants parce que les enfants, ils sont où? Oui, moi je l'ai vu comme un Deus Ex Machina en fait. Je me suis dit d'où elle vient en fait. Parce qu'elle est pas venue à l'épisode d'avant. Elle est pas venue pour sauver le Foundling. Et là, elle vient. Elle Là vient elle pour vient. observer Bo-Katan, on sait pas. C'est Non, mais il y a des formes. Encore une fois, hein, il y a des trucs bien, mais c'est quand même abîmé par une écriture tu sens pas très réfléchie. Encore une fois, ils nous font ce truc on est censé admirer Bo-Katan, mais parce que ils ont vraiment contraint l'histoire à l'épisode 4 pour qu'elle arrive à cette situation. Genre, ah, machin, elle accompagne Dean parce qu'elle s'est fait attaquer, et elle a pas retiré son casque, bah, on sait pas pourquoi. Elle allait dans l'eau bah, parce qu'elle a voulu sauter pour le sauver. Là, elle est en position de leader parce que c'est la seule qui a un vaisseau et que les autres sont devenus débiles, notamment Pasvisla à l'épisode d'avant. Donc en fait, ils ont trop contraint l'histoire pour être émotionnellement investi dans des actions. Et ça se ressent pareil avec Din Djarin, hein, enfin qui subit, qui est là, qui suit, enfin, qui est le touriste de sa propre série. C'est encore une fois, moi je voulais pas qu'on arrive à un Boba Fett-like, mais on arrive à un Boba Fett-like. Je ne sais même pas en fait. Réellement, j'ai du mal à m'imaginer comment ils ont tourné cette saison avec Din Djarin qui flotte, qui est là, il flotte en fait. Mm. Je sais pas trop comment dire ça autrement. Je trouve ça un peu dommageable. Et j'aurais vraiment aimé que les choses se paraissent plus naturelles, mais c'est pas naturel du tout. Parce que nous, on l'a vu venir, en fait, ce que Bo-Katan voulait faire. Mais moi, j'aurais même trouvé naturel que Bo-Katan prenne le pouvoir par mérite. Tu vois. On sait J'aurais toujours imaginé une pas scène. hein, le Darksaber comment elle va le récupérer. Hein. Je Il ne n'y a sais pas de toujours Kung Fu. pas. Je crois que je pense que Mondo va vouloir demander à l'affronter. On a prouvé que Bo-Katan est plus forte que Mondo au maniement du sable du Darksaber, quoi. Je sais pas. Ah Mais bah oui. mais en vrai, j'ai du mal à. C'est ce que je me plains souvent avec Disney. C'est ce dont je me plains souvent avec Disney, c'est-à-dire leur espèce de manière de gérer en fait les personnalités et les personnages. Genre, ils se sentent souvent obligés de mettre un personnage de côté pour faire briller un autre, alors qu'on peut tout simplement les faire briller ensemble, quoi. Parce que Bah ils y arrivent parfois, mais c'est vrai que c'est rare.
Mando, c'est quelqu'un qui nous a prouvé que c'est probablement, moi je le dis peut-être sans crainte, Mando c'est peut-être le meilleur chasseur de primes en fait que l'on ait vu dans cette série. Même, je le trouve même personnellement même meilleur que Boba Fett quelque part. Pendant il est Bah incroyable, oui, oui. Mando. Et Bah, en Bo-Katan, fait, Mando, il est ce que devrait être Boba Fett. Dans la saison 1 notamment. ouais, En fait, on a créé le personnage de Mando parce qu'il voulait pas peut-être immédiatement ramener Boba Fett comme ça. Il voulait un nouveau personnage. Mais l'écriture de base de Mando, c'est Boba Fett. C'est un mec neutre, froid, chasseur de primes. C'est c'est tout quoi. C'est d'ailleurs ce qui m'embêtait parce que je me suis dit, les gens vont croire que tous les Mandaloriens sont chasseurs de primes. D'ailleurs, là, il y a une phrase là, c'était l'épisode 4 non Ils disent pas un truc comme ça? Genre, ouais, on n'est pas tous chasseurs de primes. moi il y a un truc, je sais pas, comment il traite Mando dans cette série me fait penser au traitement de l'autre personnage assez célèbre. Je crois que certains vont être Jon Snow dans la dernière saison, parce qu'il parle très peu pour dire des choses mécaniques, quoi. Tu vois, quand This is the way, on en parlait dans l'épisode où ils étaient sur Mandalore. Ouais. Ils étaient sur Mandalore et qu'elle lui parle en fait des trucs, il est là. J'avais même dit ça en fait, qu'il était comme une machine en fait bornée, qu'une seule Et il façon dit, de voir les quand choses. il raconte l'histoire de son père, et que tout ce qu'il répond, c'est This is the way. This is the way. J'ai dit, c'est pas possible. Elle essaie de le faire réagir et tout, mais et je sais pas trop. Je trouve qu'ils mettent un peu le côté humain de côté. Et ça, ce n'est pas propre. Ce n'est pas que propre à cette série, en fait. C'est propre réellement à toute l'œuvre Star Wars. C'est-à-dire que le côté. Moi, je vois. Ça fait un peu cliché, mais je vois bien Bo-Katan et Mando être un couple réellement. Même s'ils ne deviennent pas un vrai couple, en fait, nous faire Mm. ressentir une espèce de tension. Ouais, mais C'est pas. t'aurais pu remettre Din Djarin sur le devant de la scène si Bo-Katan représente le Mandalorien moderne, c'est-à-dire la Mandalore, bah, celle qui a perdu, hein, celle qui a été mise en échec, et les la forgeronne et Visla comme les traditionalistes. Et Mando, après ce qui s'est passé dans la saison 2, il s'est lié avec Bo-Katan et il lui a dit non mais il y a pas y a pas des conneries de vrais et faux Mandaloriens, on est tous Mandaloriens, on doit s'unir et tout, et que ce soit lui qui fasse l'effort qui fasse l'effort d'unir ces deux communautés, enfin ces deux, ou enfin ces X communautés, on sait pas combien il y en a. Si c'était Mando qui ait fait ça, après tu aurais pu dire que c'est quand même Bo-Katan qui prend le lead parce que lui il veut pas. Mais le point de liaison, en fait, c'est Din Djarin. C'est Din Djarin qui a réuni ces personnages. C'est Din Djarin qui a compris que, enfin, qui aurait pu comprendre que bah, The Way, ça n'a peut-être aucun intérêt. Et en fait, la saison 3 elle chancelle toujours entre ces deux narratifs, entre, en fait, est-ce que la voix, est-ce que c'est positif ou pas? Et on n'a toujours pas compris. À mon avis, non, c'est des conneries. Mais pour pouvoir répondre à cette question, il faut plus explorer le passé de Bo-Katan, il faut plus explorer le passé pas forcément de Din Djarin, mais de des autres, là, de la Forgeronne, de comprendre d'où ils viennent et pourquoi. À la base, c'est eux qui ont abandonné Mandalore, en fait. Et en même temps, c'est Bo-Katan qui porte en elle un peu la culpabilité d'avoir échoué. Donc encore une fois, pour moi, ils ont eu du mal avec cette saison 3 à décider. Quel était à la fois le passé et le destin de Mandalore. Enfin, le destin, on peut le voir assez facilement, même si du coup, ils sont totalement absents de la sequel trilogie, là. Mais voilà. On attend de voir Grogu sur le Mythisor en armure pour les films. Tu es mute. Par contre, c'était cool. Je pense qu'on n'a pas vu Grogu cet épisode, non? Bah, il Je- était dans le vaisseau avec Mando. Moi, je suis content donc, si on le voit plus. Tu vois là, on a vu un épisode, on n'a pas vu, Mm. on n'a pas ressenti Grogu. Moi, ça me fait plaisir parce que je me dis Grogu, son arc, en fait, à un moment donné, il faut accepter que ton arc stagne. Là, c'est l'arc de Mandalore, c'est l'arc des Mandaloriens. J'aurais aimé que l'on en apprenne un peu plus sur les Mandaloriens. Et C'est- apparemment, il y a un bug il y a un bug sur YouTube, mais c'est Ouais, pas ça a grave. coupé la diffusion. Ouais, c'est peut-être YouTube parce que, ouais, effectivement, ça avance plus. C'est pas grave, je pense qu'on va simplement reposter la vidéo après, on a qu'à continuer ce que nous Bah, faisons. j'espère que le replay a marché, quoi. Ouais, sur StreamYard, Parce normalement, que- Ah, sur on peut, StreamYard, tu l'as? je pourrais récupérer la poster comme une vidéo normale, en fait, Ok. en tant que live. Donc voilà, je disais que ah, nous sommes de retour en live.
Désolé, apparemment, le problème ne vient pas de nous, c'est un souci de YouTube, je crois. Bon, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis content qu'on n'ait pas vu Grogu. Grogu n'a plus sa place, je trouve, pour le moment dans cette série. Grogu devrait regarder les actions se passer. J'aurais même, moi, quelque part, je me dis, j'aurais même préféré que Grogu reste comment dire, avec Luke. Franchement, Ah bah ça c'est sûr, hein. je vois pas trop Ah ce mais qu'il apporte ça... là. Là, c'est vraiment l'arc de Mandalorian pur et dur. On est sur l'arc de Mando. C'est kiffant de voir un peu l'histoire des Mandaloriens, l'histoire de ce peuple noble-là. On voit le truc arriver, mais je trouve que ça va un peu trop vite avec, surtout à cause de ce qu'on a vu sur Bo-Katan là. Ça arrivait trop rapidement. J'aurais aimé que ce soit une espèce de belle conclusion pour cette saison où elle se serait affirmée en fait aux yeux de tous. Et j'aurais aimé le voir. Et voilà Ouais, quoi. il reste que 3 épisodes. Il y en a Je 8, c'est crois. ça? Ouais, ouais, il y a encore de quoi faire, hein. De ce que j'ai compris, les derniers épisodes, on aura quand même un épisode réalisé par Bryce Dallas Howard. Moi, je l'aime bien, hein. J'aime bien la femme, j'aime bien Je crois que l'actrice. le 6, je me demande si c'est pas Dave Filoni. J'ai cru voir Est-ce que... qu'effectivement, il devait réaliser le prochain épisode, oui. Il y en a qui se demandent est-ce que c'est pas là qu'il va mettre Throne et tout pour teaser la série S. Ça se trouve, c'est Throne qui a fait libérer Moff Gideon et tout. Ça serait un moyen de teaser un peu la série Ahsoka. Parce que là, on a déjà vu deux personnages de Rebels. Il manque Sabine et voilà. Donc... Et Ezra, mais Ezra, faudra attendre la série Ahsoka, je pense. Attends, comment s'appelle la meuf qui a trahi l'autre à l'épisode 3 là? C'est quels cheveux courts là? Ouais. Je pense que c'est elle qui fomente un peu le tout, quoi. Je crois que le fait qu'elle ne voulait pas que la Nouvelle République aille aider, Hmm. je crois réellement qu'il y aurait une vraie importance sur les bordures extérieures là. Je Mais ça, ressens pour moi, réellement comme ça. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment ce que voulait traiter la série Rangers of the New Republic. C'est montrer un peu, ils s'aperçoivent qu'il y a des trucs bizarres, mais montrer un peu le dysfonctionnement de la Nouvelle République au travers de ces gens qui patrouillent. Mais ce que je trouve dommage, c'est que vu que c'est inclus dans Mandalorian, on est obligé d'y passer très vite. Et tu vois, là on a qu'un seul personnage, on a que elle. Mais ça aurait été bien qu'on en ait pas mal d'autres, comme dans l'épisode 3. Parce que là, quand ils sont dans le bureau, t'as vu quand. En fait, dès qu'elle ouvre la parole, il la regarde. Alors toi, tu sais qu'elle est là parce qu'elle manigance un truc, parce qu'elle est là pour comploter. Mais quand il regarde son insigne, il voit qu'elle fait partie du projet de réhabilitation. Et la façon dont il la regarde, tu fais, tu vois, ça c'est intéressant. Ça c'est genre, il te dit, mais pour lui, c'est une vaurien, tu vois, parce que c'est des restes de l'Empire. Sauf que émotionnellement, ça marche pas très bien, parce qu'on sait qu'elle manigance un truc et on sait qu'elle bosse encore pour les restes de l'Empire. Et qu'elle a en plus envoyé son pote se faire torturer, là. Donc, ce travail-là, par contre, ils auraient pu le faire avec d'autres personnages ou des gens qui voulaient être vraiment réhabilités. Et c'est dommage qu'on n'ait pas ça, tu vois. Donc, effectivement, je suis content. Moins de gros goût, plus de réhabilitation d'ex de l'Empire sur Coruscant. Bon, là, on avait que 7 minutes, mais c'était ce qu'il y avait de meilleur pour moi dans cet épisode-là. Mais je suis réellement déçu par le traitement de la Nouvelle République en fait. Même si effectivement, je vois le potentiel, ce dont tu parles là, que les gens qui auraient pu être en fait. Comment ça devait s'appeler la série? Tu as dit Ranger of New Republic, c'est ça? Rangers of the New Republic, ouais. Mais Moi, sauf que je crois que ça devait être Cara Dune, le personnage principal, et que dès lors qu'ils pouvaient plus travailler avec l'actrice, bah, ils ont annulé la série. Moi, j'ai trouvé ça hyper. En plus, j'aime bien le fait j'aime bien le fait qu'on rende tous ces personnages là vivants. Mais ce qui me déçoit par rapport à à l'existence de The Mandalorian en tant que série, c'est que ces gens-là qu'on a vus dans cet épisode-là auraient dû être partie prenante depuis les premiers épisodes en fait. J'aurais aimé que l'on voit, comme je vous le dis, ce qu'ils n'arrivent pas à faire dans cette série, c'est gérer une narration de concert. Hmm. C'est-à-dire que ça, ce qu'on a vu dans cet épisode-là, on aurait dû voir ça depuis les premiers épisodes, montrer les Rangers, puisqu'on n'aura plus droit à cette série sur les Rangers. On aurait dû les voir. On aurait dû voir toutes ces questions-là se mettre en place depuis le début. Là, ça nous arrive comme ça. Je trouvais l'épisode extrêmement riche parce qu'on nous montrait différentes personnes qui vivaient des histoires complètement différentes. Les gens qui se font attaquer, je crois que ce qu'on a vu sur Navarro doit être quelque chose qui peut aussi arriver sur d'autres planètes de la bordure extérieure. On voit le traitement de la République, le laxisme des dirigeants et aussi le côté espionnage aussi quelque part de l'ancien empire qui n'est pas forcément morte, pas parce qu'on les a battus que leur doctrine en fait est morte aussi.
J'ai trouvé cet épisode extrêmement intéressant et extrêmement représentatif de ce que devrait être une série Star Wars. Mais pourquoi nous le mettre à l'épisode 5 alors qu'on aurait dû voir ça depuis les premiers épisodes, en fait? Montrer la Ouais. conspiration monter en puissance, on devait le voir depuis le début. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? Ouais. Lucas l'avait choisi créé avant la place. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Je vais vous parler de Zeb là. Oui, il parle des Z, donc il y avait Zebra, de Rebelle Z, il me semble. Oh, Ouais, non, mais je trouve qu'en live action, il marchait hyper bien, hein. moi, je l'ai vu arriver, j'ai vu les gens qui étaient contents, je me suis dit d'accord, c'est tant mieux pour vous qui êtes contents. Moi, comme je ne disais pas encore découvert ça, moi, je Bah, viens. en fait, c'est vrai que l'intérêt est limité à part juste dire, bah, à ce moment de l'histoire, il est là. Sauf que ce moment de l'histoire, on sait pas quand c'est parce que John Favreau n'est pas capable de nous dire combien de temps s'est déroulé entre les deux saisons. Mais bon, tant pis, hein. En tout cas, j'ai trouvé ça cool que ça se passe comme ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant que les choses se mettent en place. Et j'aurais vraiment aimé que la série soit un peu plus riche quelque part. J'ai trouvé que cet épisode est ce que devraient tous les épisodes de cette série. Voir tous ces complots se mettre en place ensemble, ça aurait été hyper intéressant. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a droit à quoi? On a Ah bah droit surtout que dans à l'épisode 1, t'avais le temps, hein. vraiment. Tu sens tu sens qu'on. Mais bon, je trouve que c'est un point faible de cette série et que. En fait, je trouve réellement que les points faibles de cette série-là commencent à se voir. Les gens ne se contentent plus forcément du fan service, même s'il y en a encore. Moi, quand j'ai vu des gens dire que vous avez vu les Mandaloriens, ils ne sont pas les mauvais que vous nous vendiez. Oui, oui, vous avez vu comment ils se tapent avec des pirates. Même, ouais, les gars, Bah, c'est la scène d'action, elle était pas trop mal hein, quand ils attaquent la ville. Bon, c'est assez vite expédié. Ils sont encerclés, il y en a qui se font tirer dessus, mais à la fin, j'ai l'impression que personne n'est mort, que ce soit parmi les civils ou parmi les Mandaloriens. moi, j'ai Tu vois, aimé la la scène. scène où les pirates sont dans la ville, je suis en mode, c'est ça votre but? Bombarder une ville, après arriver à faire, ah, 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 on est les méchants, ah, avec le barman qui est resté. Il y a le barman qui est resté, il y a que lui. Et en fait, c'est ça, t'as écrit, les pirates attaquent la ville, les pirates sont en train de fêter le fait qu'ils aient pillé une ville, ce qui est bon, ok, hein, pourquoi pas un trope assez classique. Et puis après, ils se font attaquer par des mandos qui évidemment leur défoncent la gueule. Et ouais, si tu veux me construire de l'enjeu, bah faut que tu me montres un peu, faut que tu me montres des gens qui meurent, faut que tu me montres des jeux. En plus, il y a eu 4 épisodes où il s'est quasiment rien passé avant. T'aurais pu me montrer des personnages, on aurait pu s'y attacher, ils auraient pu mourir. Griff Karga, je sais plus qui a dit dans le chat tout à l'heure, aurait pu mourir aussi. Enfin, c'est des petits trucs comme ça qui effectivement empêchent la série de s'élever au-delà du simple le petit contenu hebdomadaire sur Disney+, pour pas que les gens se désabonnent. Mais vu l'argent qu'ils mettent dedans, le souci, c'est un manque d'ambition et un manque de temps aussi, peut-être, parce que bon, il faut quand même du temps pour tourner les scènes, faire les décors, etc., quoi. Non, non, mais moi, je vois cette série et je me dis, c'est dommage parce que il y a des gens qui vont te dire que ah oui, c'était cool, mais moi, par exemple, la scène de combat de cet épisode, je ne l'ai pas trouvé si grandiose que ça si je compare ça avec. Tu te rappelles dans la première saison quand Mondo fuit Navarro justement et qu'il se fait aider par tous les Hmm. Mandaloriens, ça c'était Ouais. franchement cool. Ça envoie du lourd. Là, j'ai trouvé cette scène-là, j'ai vu ça arriver, je me suis dit bof. Surtout, j'ai trouvé qu'il y a des scènes qu'on ne nous montre même pas bien. Tu vois, la scène où ils sont en train de poursuivre Mondo dans les espèces de canyons là. Quand tu compares un peu aux scènes de la prélogie, comme ça, surtout quand tu vois Anakin qui pilotait entre des trucs comme ça, je me suis dit, ah les gars, rendez c'est intéressant cette espèce de course pour là. Je vois qu'il y a du potentiel, allez jusqu'au bout, faites un truc bien. Et voilà, je trouve un peu dommage effectivement que ce soit pas utilisé jusqu'au bout et j'aurais aimé s'en voir un peu plus et voilà, voilà quoi. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette série? On a parlé de. Oui, on voit effectivement les conspirations qui sont en train de se mettre en place. On en a parlé. On a parlé de Moff Gideon. Moff Gideon, effectivement, on a dit que il se positionne comme étant l'antagoniste naturel des Mandaloriens. Et toi, tu vois ça comme en fait, moi, je vois réellement que les gens veulent s'accaparer en fait les bordures extérieures. Là, je vois qu'il y a moyen d'avoir une espèce de zone où tout le monde peut chercher à manger. Bah, ouais. Comment tu vois ça? Comment tu vois l'avenir Bah, en fait si, alors c'est quelque chose qu'annonçait déjà la saison 1, c'est l'Empire est mort, qu'est-ce qui se passe?
bah, ce qui se passe, c'est que pour les chasseurs de primes, c'est pratique. Les pirates et différents trafiquants ou différents guildes commerciaux prennent du pouvoir dans la galaxie, parce que du coup, plus rien n'est régulé. T'as aucune force pour empêcher les gens de faire aussi n'importe quoi. Donc, c'était un peu ça la promesse aussi de Mandalorian, c'était d'explorer ce monde où le contrôle galactique a disparu. Et le seul exemple qu'on a, c'est un pirate qui capture une planète avec un vaisseau. Voilà. En tout cas. Swamp Thing. Et en tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. C'était c'était un bon épisode, un très bon épisode. C'était un bon épisode pour moi. Ouais, un bon épisode pour cette saison, parce que sinon, en fait, Pour cette cette saison, saison, elle est quand même en dessous des autres, hein. Enfin, la force de cet épisode pour moi, c'était le fait que ça raccordait un peu les wagons avec tout ce qui était un peu ambigu jusqu'à présent. Les choses redeviennent un peu claires. Et là, on est focus. Ne nous perdez pas. Il reste 3 épisodes. Vous avez réussi à recoller les wagons. Maintenant, il reste 3 épisodes et j'espère. Mais par contre, ce qui me fait peur, c'est que je ne vois pas où va nous mener en fait l'espèce de sous-quête au niveau des sous-quêtes des Mandaloriens et de Mandalore justement. Est-ce qu'ils vont retourner sur Mandalore? Non, est-ce qu'ils ont encore l'envie de retourner sur Mandalore puisque on va leur offrir un terroir apparemment, je sais pas. hmm. Pour, on verra, Ouais. on verra où ça va aller, on verra ce que ça va. On nous a dit que Mandalore n'est pas forcément entièrement invivable. Ils peuvent retourner sur Mandalore. Dans quelle proportion? Là, moi, je me pose une question, à moi, une question qui, pour moi-même, est-ce que Sacha Banks, qui était avec le groupe de Bo-Katan au départ, va revenir Ouais. dans Bah les oui, on prochaines. se demande ça. Parce que la question aussi, c'était, faut peut-être se poser la question de qu'est-ce que l'Empire voulait à Mandalore, hein. C'est-à-dire que ils ont tout vitrifié, mais apparemment la planète est pas si polluée que ça. Est-ce que l'Empire est pas intéressé par le Beskar? Apparemment non. En tout cas, pas Moff Gideon. Il n'était pas intéressé avant d'être détruit et pas non plus après. Donc là, pour moi, les Mandaloriens, ils vont revenir pour profiter des mines et de la forge qu'il y a à Mandalore. Parce qu'apparemment, Ouais, ça a intéressé personne pendant toutes ces années. apparemment, en tout cas, moi, j'espère réellement comment dire, j'espère réellement que ça va revenir tranquillement. J'espère qu'ils vont remettre les choses en place et j'espère que ça va bien se terminer cette saison parce que vu comment ils ont fait un peu trimer, j'espère qu'ils vont se servir de tout ce qu'ils ont essayé de mettre en place jusqu'à présent. En tout cas, on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous qui étiez dans le chat aujourd'hui, vous qui avez regardé cette émission en live. Et je crois que je vais supprimer la vidéo de YouTube et je vais reposter la vidéo entière parce qu'on a continué de parler quand vous n'étiez pas là. Nous, on a parlé. On ne se rendait pas compte qu'il y avait eu un bug. Je vais essayer de reposter la vidéo entière. Et, en tout cas, merci à vous d'avoir été présents, d'avoir été nombreux à écouter ce que nous disions aujourd'hui. Je vous invite à nous retrouver prochainement. Moi, demain, normalement, j'ai envie de faire un live sur Stargate. Voilà. Je sais pas, probablement sur la chaîne de VDK TV 21. Je crois que je vais faire ça là-bas. En tout cas, je vous invite à nous suivre sur les réseaux. Magemo, il a aussi sa chaîne. Et vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Magemo a écrit un article sur le blog d'Afrogeek. Vous pouvez, le lien du blog est en description de la vidéo. Regardez l'article de Magemo sur sa séance de cinéma de Dark Knight Returns, les deux parties au club de l'Étoile d'Or. Il a fait entre les slaloms autour des poubelles pour y aller, c'était compliqué. En tout cas, J'ai jamais regardé Stargate Socrate. Enfin, à part il y a très longtemps, des épisodes qui passaient à la télé. Mais, en mais tout pas cas, récemment. je le ferai avec Selonari normalement. On se retrouve très prochainement. Passez une très bonne soirée, les amis. Reposez-vous bien. On se retrouve donc prochainement pour continuer à parler de films, de séries, de science-fiction. Comme vous le voyez depuis quelques temps, j'essaie de poster un peu plus de vidéos, réactions, et je vais essayer de faire un peu plus de critiques sur la chaîne. Shazam Ouais. 2, on t'a demandé, hein. Voilà. Ouh, non, je vous ai dit, il faut me payer pour aller voir Shazam 2. Vous n'avez pas donné d'argent, je n'irai pas. Moi, je suis Au pas. pire, moi je peux aller demain soir, hein, si vous voulez. Ouais, tu peux aller, tu écrire un article, tu postes, tu vas cacher ton Ouais. vol. En tout cas, passez, passez une très bonne soirée, les amis. On se retrouve très prochainement. Ciao tout le monde et à toutes. Plus. À plus. Salut.